Bonjour à toutes et tous. Encore un sujet vertigineux que nous allons aborder aujourd'hui, le couple. Oui, vertigineux, oui, j'adore. On va se jeter dans le grand bain. Aïe. Le couple, il y a tellement à dire, il y a eu tellement d'ouvrages écrits à ce sujet, tellement de questionnements qui sont venus sur le tapis. Par quel bout prendre le couple ? Ah, moi, j'irais dans les 4 phases du couple. Parce qu'il peut être intéressant, c'est quand les couples battent de l'aile ou qui se posent des questions, c'est déjà de se dire pourquoi, comment faire. Et la première chose, c'est de savoir, de comprendre en fait comment ça fonctionne. La première phase du couple, c'est la lune de miel. C'est le moment où on papillonne. L'autre est juste incroyable, merveilleux, et on ne voit que le positif. On pourrait être en fusion totale, on pourrait passer toute sa vie, chaque seconde, chaque minute, à être en admiration devant l'autre, et on ne voit plus que lui. C'est des moments où on dit des gens, ils voient plus personne en fait. Ils sont dans leur écrin, en cocon. Notre cerveau est sélectif. Complètement. Il voit que les bons signaux. Il est complètement sous des hormones tellement puissantes que le préfrontal qui devrait montrer un petit peu qu'il y a de la réalité ne montre plus rien, c'est la fusion totale. Et dans cette phase, elle ne dure pas. Cette phase peut durer quelques jours, quelques semaines, quelques mois, voire quelques années. Est-ce que le mythe du « ça dure 3 ans », c'est valable selon toi ou... Ça dépend vraiment des gens. Et ça dépend aussi de la situation. Des gens qui se voient par intermittence vont peut-être pouvoir avoir l'illusion que cette phase dure plus longtemps. Donc des gens qui vivent pas dans le même endroit ou qui partagent chacun leur appartement et qui ont des vies un petit peu à côté ou qui sont séparés par les distances, ça peut durer pas mal d'années parce qu'on entretient l'illusion de cette première phase. Et il y a des personnes qui ne supportent pas d'ailleurs d'avoir autre chose que cette première phase, parce que cette première phase est tellement belle, tellement intense, tellement euphorique, comme tu dis, tout à fait, que quelque part la redescente sur Terre est des fois brutale, et pour certains, ils aimeraient retrouver ça, alors que finalement, un couple qui dure, il s'enrichit, peut-être les choses sont moins intenses, euphoriques, mais elles sont plus profondes, les relations sont plus profondes, elles vont durer. Il y a plus de petites attentions, plein de petites choses au quotidien qui font que c'est tout à fait aussi beau. C'est simplement que l'intensité et l'illusion, elle est un peu différente. Don Juan, lui, son truc, c'était de rester dans la phase de fusion. Ah oui, complètement, complètement, que la phase de fusion. Et de ne pas creuser plus loin. Surtout pas, et parce pour certains, c'est ça. La profondeur, en effet. C'est vrai que quand on est dans cette phase de fusion, on va pas forcément aller beaucoup plus loin qu'une certaine surface. Mm-hmm. Et tout l'intérêt, c'est d'aller gratter le vernis. Yes. Enfin, de mon point de vue. Pour pouvoir continuer à vivre au quotidien plus que 6 mois, 1 an, 1 semaine. et d'approfondir la relation pour découvrir autre chose. Découvrir finalement qui on est vraiment, qui est vraiment l'autre, et qu'est-ce qui va faire qu'on va tenir finalement sur la durée. Parce que si on veut avoir une vie ensemble, une famille, c'est quand même intéressant de tenir sur la durée quand même. Ça peut servir. Ça peut servir. Ça peut servir. Donc la première phase se termine au moment où finalement il y a les premières petites tensions. Il y a une redescente sur Terre. On se dit, ah tiens, l'autre, il a des petites manies. Ah, ça m'agace un peu. Ah tiens, moi j'ai besoin tout à coup d'espace. Ce fusionnel peut être vampirisant aussi, parce que trop intense. Donc il y a peut-être besoin de retrouver un petit peu de temps pour soi. Et c'est une redescente sur Terre, c'est aussi une redescente de cette intensité. Ça ne veut pas dire du tout qu'on perd quoi que ce soit, mais on commence à voir la réalité du quotidien, avec ses qualités, ses défauts, ses manies, et finalement de pouvoir essayer de passer cette deuxième phase pour voir qui on est vraiment et comment on va pouvoir cohabiter ensemble. C'est des concessions. C'est vrai que le couple, c'est des concessions. Ça veut dire que voilà, je ferai des choses pour moi, et je ferai des choses avec toi, et je ferai des choses sans toi. Et ça, c'est la troisième phase. La troisième phase, on commence à poser un peu ces marques,
à dire ok, bah là j'ai besoin d'un petit peu de temps pour moi, de voir mes copines en dehors de mon mec, de voir mes copains en dehors de ma nana. Est-ce qu'on se révèle quelque part? Moi je pense qu'on se révèle, ouais. On montre aussi, on ose être qui on n'est pas là ce que l'autre veut voir. En fait, on ose être qui on est et on fait aussi des concessions un petit peu quand même. Parce qu'il y a des choses qu'on aimerait tellement faire comme ça, qu'on a toujours fait comme ça, et avec l'autre, ben, on doit des fois arrondir les angles. Voilà, il y a certains copains qui plairont pas, il y a certaines relations qui plairont pas, il y a certaines personnes, ben, on verra en dehors, il y a certaines activités qu'on fera pas ensemble et qu'on a envie de conserver, ben, on les fera peut-être avec d'autres. Et c'est aussi là que le couple finalement se consolide et a une chance de durer, parce qu'il y a, comme on l'a dit dans notre vidéo sur la retraite, j'y pensais à l'instant. Ouais, ça m'étonne pas. Il y a des moments pour soi et des moments avec l'autre et des moments plus fusionnels et des moments plus séparés, des moments avec plus de distance et plus de proximité. Si on veut enrichir la relation, finalement, c'est intéressant d'avoir les deux, y compris des espaces pour soi. Alors pour ceux qui ne l'ont pas déjà vu, pour celles et ceux qui ne l'ont pas déjà vu, nous avons fait une vidéo sur la préparation à la retraite. Et Florence expliquait que les personnes peuvent avoir un choc quand elles se retrouvent à la retraite l'une face à l'autre. Et que c'était très important de se ménager du temps pour soi et de respecter justement les besoins de chacun. Et malheureusement, beaucoup de gens divorçaient à la retraite parce qu'ils avaient une espèce de chute, une prise de conscience. Ils ne s'étaient pas vus pendant des années ou peu en réalité, puisqu'ils passaient tout leur temps au travail. Et de fait de se retrouver tous les deux, bah, ça les met face à une réalité à laquelle ils ne peuvent plus échapper, ou plus difficilement. Et oui. Et ça s'est passé pendant le Covid d'ailleurs, où beaucoup de gens ne pouvaient plus sortir, donc étaient coincés certaines fois dans un tout petit appartement, et ont réalisé que ça pouvait être invivable s'ils ne faisaient pas tout à coup des concessions, le fait d'avoir chacun son espace à l'extérieur. Il n'y avait plus d'espace à l'intérieur, et le confinement a créé beaucoup de troubles dans pas mal de couples. C'était une grande prise de conscience aussi de la profondeur de la relation, de la confiance en chacun. Ça a été en fait un petit avant-goût de ce qui pourrait se passer à la retraite pour certains. Pas toujours dans la facilité, hein. Mais c'est important. Et la quatrième phase du couple, c'est celle où finalement justement on est confortable avec ça. On peut en parler, on vit bien, on se respecte chacun. S'il y a des non-dits, ben on fait en sorte qu'il n'y en ait pas, on communique. Et là, c'est un couple qui est bien installé. Et le risque de cette dernière phase, c'est de prendre tout pour acquis. L'autre est acquis, la situation est acquise, ça va perdurer comme ça. Or, dans un couple, comme dans la vie, absolument rien n'est acquis. L'impermanence des choses, des êtres. Totalement. Et ça, c'est important de faire attention qu'il n'y ait pas de routine. On peut casser ces routines. Des fois, les vacances, justement, changent la routine. Mais on peut aussi imaginer de changer ses routines en voyant des nouvelles personnes, en des nouvelles activités, mettre en place de nouveaux projets, ouais. Se fixer des défis. Ouais, pourquoi absolument. pas. Et puis pas oublier de consolider la complicité du couple. C'est important, cette complicité. Rien n'est acquis. Et le pire chose, c'est de penser que l'autre est acquis. À ce moment-là, il se sent comme une chose. Il n'y a plus l'émerveillement dont on a parlé dans une autre vidéo aussi, bien entendu. L'émerveillement. Et vidéo essentielle. Essentielle. On a d'ailleurs beaucoup ri aussi et entré dans la poésie parfois. Mais important, cet émerveillement de l'autre, de ce qu'on est capable de faire. Vraiment cultiver la confiance et la complicité, c'est un travail de tous les jours dans un couple. On se connaît mieux soi-même par ce truchement-là. Ouais. Ça peut être une aventure fabuleuse, mais il faut vouloir l'approfondir. Il faut avoir la patience, la persévérance parfois, parce que c'est pas toujours facile. Il y a des hauts et des bas, hein. Il y a de gros bas. La persévérance, la patience, on est dans un monde où la patience est peut-être moins répandue, où on a tout de suite. On commande quelque chose, ça arrive le lendemain, on trouve tout dans quasiment l'immédiateté, et ça peut déteindre sur les êtres. Oui. On peut avoir envie que l'autre soit tout de suite exactement comme on le désire. Alors ça, c'est un grand fantasme. L'autre n'est jamais et ne sera jamais comme on le désire. Il sera ce qu'il est,
nous serons ce que nous sommes et on doit s'apprivoiser en fait l'un l'autre. Mais c'est vrai que c'est une grande idéologie qui est répandue dans la littérature, dans les films, qu'on va changer l'autre par amour. Oubliez, hein, c'est voué à l'échec ça. Alors là, l'échec, vraiment. L'autre est un bon acteur, mais ça dure peut-être pas. Alors voilà, s'il est un bon acteur, ça ne durera pas très longtemps, mais on peut exprimer ses besoins, on devra trouver des compromis, mais imaginez qu'on va changer l'autre par amour et puis que l'autre va devenir ce qu'on veut, c'est vraiment un grand fantasme totalement voué à l'échec. Et beaucoup de gens sont encore dans ces fantasmes-là, parce que c'est vrai que c'est beaucoup médiatisé, c'est beaucoup, notamment par les films, les livres, les grandes histoires, très romantiques. Mais si on regarde bien, la plupart des histoires très romantiques et très romancées s'arrêtent au tout début du couple, dans la phase 1. N'est-ce pas? Ne vont rarement plus tard que la phase 1. Les passions flamboyantes, c'est toujours... Alors, c'est magnifique. C'est magnifique, oui. Mais encore une fois... il faut savoir qu'il y aura des étapes plus dures et il faudra s'y intéresser. C'est vrai que beaucoup de passions s'achèvent assez brutalement. Enfin, on l'a... Je sais pas, mais... Enfin, oui, oui. Plus ou moins vite, suivant les cas. Et c'est vrai que parfois on peut se mettre à flamber pour quelqu'un. On a l'impression que cette personne est l'unique, qu'on ne pourra pas vivre sans elle. Ça aussi, c'est d'ailleurs très dangereux comme parcours, de se dire je ne peux plus vivre sans cette personne. Il peut y avoir des attachements totalement... Dépendants, oui, des attachements névrotiques à des personnes. Et la chute est d'autant plus dure puisque la rupture est quasi inévitable, bien souvent. Ouais. Et quand on la vit, on a l'impression qu'une part de soi est détruite. Ouais. Parce qu'on a tellement investi dans l'autre. Mais est-ce que l'autre n'est pas un miroir à ce moment-là? Est-ce que c'est pas une relation où l'ego rentre énormément en ligne de compte? C'est pas de l'amour, Moi, j'ai beaucoup vu de compensation comme ça. C'est-à-dire que la personne ayant peu de considération pour elle-même, peu de confiance et d'estime d'elle-même, elle vit à travers le regard de l'autre. Et donc, l'autre, en fait, vient combler les manques, vient combler tout ce dont elle a besoin. Et quand l'autre part, il part avec toute cette part qu'elle avait investie, qui ne lui appartenait pas. Il y a toute une reconstruction de la part de cette personne qui va devoir apprendre à s'aimer telle qu'elle est, à s'apprécier telle qu'elle est, à prendre sa place et à remplir finalement le vide qui a été laissé par l'autre, par soi-même. Ce qu'on ne devrait pas. En fait, l'autre ne devrait pas prendre la place de quelque chose en nous, mais bien cohabiter, amener un complément, amener un autre éclairage, mais pas investir finalement dans un vide de l'autre. Oui, et puis quel rôle on donne à l'autre? C'est un rôle étouffant de donner ça à l'autre. Ça peut être terriblement, de combler nos manques, c'est trop lourd à porter. C'est trop lourd à porter, ouais. Donc oui. L'autre se sent des fois vampirisé, justement. C'est comme si on absorbait l'essence de l'autre pour remplir sa propre essence. C'est souvent un ressenti de vampirisation qui finit par étouffer et repousser l'autre, en fait. Et plus on a besoin, et plus l'autre part, et plus l'autre part, plus on a besoin, et plus l'autre finit par s'en aller parce que ça devient insupportable. Donc un couple équilibré, ce sont deux personnes libres qui jouissent d'une certaine liberté, qui jouissent d'une certaine connaissance d'elles-mêmes, oui, et qui sont à même de faire la part des choses, qui se retrouvent pour des choses essentielles, mais qui sont en capacité aussi de vivre chacune des choses de leur côté, sans avoir une sensation de manque, une sensation de vide, puisque l'autre ne vient pas pour les remplir, l'autre vient pour avancer sur un chemin avec elles, mais elles restent indépendantes je veux dire dans le niveau de leur soi, de leur personne. Je ne vais pas partir sur moi le soi parce que... Voilà, là on va partir dans Jung et dans... Jung, c'est passionnant Jung. Mais... Ce sera un autre débat. mais des personnes qui sont complètes par elles-mêmes, ou en tout cas qui sont sur la voie de la complétude, parce qu'on n'est jamais complètement arrivé. Mais qui ont une certaine sérénité, une certaine... oui, un calme d'esprit, une paix intérieure qui leur permet d'avancer ensemble. Oui, puis si chacun a son chemin, ses valises et ses blessures, le couple aussi permettre à chacun d'avoir ce réceptacle qui permette à l'autre d'éclore, et puis l'autre peut-être à ce moment-là aider l'autre aussi, être ce réceptacle des difficultés de l'autre pour l'aider à éclore. Et finalement, il n'y a pas plus beau que de s'aider mutuellement
à éclore, à prendre sa place plutôt que de rester coincé dans des manques ou dans des blessures. C'est aussi une possibilité du couple, c'est de s'aider à éclore. Et pour être un peu moins poétique, quand ça part vraiment en sucette et que ça clash un bon coup, quels seraient tes conseils pour des personnes qui rentrent dans une colère noire, qui s'affrontent? Comment faire pour pas que ça ait des incidences définitives? Consulter quelqu'un, un médiateur, un coach, un sexologue, un psychologue, quelqu'un qui veuille bien écouter, qui puisse faire la part des choses et aider finalement justement à révéler, à montrer le miroir des fonctionnements de l'un et l'autre et voir si on arrive à trouver des terrains d'entente, si on arrive à se retrouver, en fait aider la cristallisation de cette troisième phase qui part en conflit à la deuxième et les aider à tisser les premiers liens de cette troisième phase pour avancer ensemble avec ces blessures, mais en se heurtant pas plus les uns les autres. Ou alors arrêter là, et arrêter les frais et réfléchir sur soi, faire du développement personnel, aller se questionner finalement quelles sont mes blessures et se préparer pour un prochain couple plus équilibré. Parfois la rupture, c'est une très bonne chose. Parce que ça permet de rebondir, de se questionner, puis d'aller de l'avant. Donc c'est aussi une possibilité, mais ça vaut la peine, je pense, d'être accompagné dans ces moments pour pas être tout seul et se donner une chance, voir s'il y a une chance. Alors il y a un mot que j'entends dans l'esprit de certains de nos auditeurs, abonnés ou spectateurs, l'infidélité. Ça c'est encore un autre sujet. C'est un autre sujet. C'est encore un autre sujet qui nous ferait partir sur d'autres voies, mais ça peut être un moyen de s'échapper provisoirement du vide ou du conflit peut-être, ou de créer une seconde vie, une vie parallèle ou plusieurs vies parallèles pour retrouver ce sentiment de complétude qu'on n'a plus. Ouais. Alors après, il y a des couples, ce qu'on appelle les couples libres, qui ont mis clairement les choses en place. Voilà, tu fais ce que tu veux de ton côté, moi je fais ce que je veux de mon côté, on a un espace commun. Donc ça existe, mais ça veut dire que c'est bien déterminé, il y a des règles finalement, et il y a une entente des deux côtés, et ça existe. J'en connais au moins un qui fonctionne bien. Au moins un, c'est pas beaucoup, mais c'est un. Moi je suis une grande romantique, donc ça rentre pas dans mes conceptions, mais je sais que ça peut marcher. Et autrement, c'est vrai que ça peut être des symptômes. Quand on en arrive là, c'est que soit on n'a pas pu en parler, parce que des fois il y a des tabous aussi dans les couples, soit il y a des besoins qui sont différents, mais quand on va chercher ailleurs quelque chose qu'on ne trouve pas dans le couple, ça peut être discuté ou pas. Ou on reste pour les mauvaises raisons, des raisons financières, des raisons plus terre-à-terre qui n'ont rien à voir avec l'amour. Mais c'est vrai que c'est un symptôme, je veux dire, ça vaut la peine peut-être d'en discuter avant d'en arriver là. Ou alors, voilà, c'est clairement déclaré, il y a des gens qui font tout à fait avec en disant, ben voilà, moi je veux rester pour mes raisons, elles se valent, et puis ma foi, je tolère totalement que l'autre fasse autrement. Mais c'est des choses qui à un moment donné ont été discutées. Tant qu'il n'y a pas de souffrance tant qu'il n'y a pas côté ou de l'autre. De trop grosse souffrance et que c'est acceptable. Après, chacun a ses limites, chacun a sa tolérance. Et je pense que l'humain est assez varié pour avoir toutes les formes de couple possibles. Pour moi, l'important, en tout cas, c'est d'en discuter, de pouvoir vérifier qu'il n'y ait pas de souffrance d'un côté trop importante et que ce soit, voilà, communiquer. On revient toujours à la communication. C'est fou parce la base. Tu me prends les mots de la bouche, qui fait que pour conclure, je n'ai plus rien à conclure. Conclure quoi? Vive l'amour. Ouais, vive l'amour, quelles que soient les formes qu'elles prennent. Voilà, tant que ça épanouit les personnes et qu'elles sont en accord avec elles-mêmes et que ça a des retombées positives sur les autres, eh bien, on ne peut que s'en réjouir. Voilà, et que toutes les formes sont possibles dès le moment où ça a été discuté et ça match entre les deux personnes. Absolument tout est possible et loin de nous l'idée de donner une idée, un carcan ou un modèle. Tous les modèles peuvent exister et donc l'important c'est ça, c'est d'être bien avec son modèle et avec sa manière de fonctionner. C'est le Saint Graal. Le Saint Graal, hein.
C'est l'amour, probablement. En tout cas, c'est une des belles valeurs et des sentiments tout à fait beaux qui ont été fort décrits et vécus dans la littérature, dans la vie et qui drainent l'humain depuis toujours, hein. Les animaux aussi, je ne sais pas si c'est de l'amour, mais en tout cas, les animaux ressentent des sentiments forts envers leur... On pourrait interroger le chat qui vient de sauter là. Je ne sais pas si elle a connu l'amour, elle, mais peut-être pas, ce sera peut-être le grand drame de sa vie, mais comme elle ne le sait pas, ce qu'on ne se connaît pas ne nous manque pas, on va dire ça. Encore un sujet intéressant, ça. Ce qu'on ne connaît pas ne nous manque pas. Ça, c'est aussi un sujet vaste. On le traitera. À la prochaine. Bien. Merci à toutes et tous. Au revoir. Au plaisir.